district d'Abidjan face à un problème majeur. Les voies publiques sont devenues des garages mécaniques. Enfin, 26 décembre 2012, Shinzo Abe élu Premier ministre du Japon par la majorité des députés. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Des violences à Tengrela, dans la région nord du pays. Des affrontements entre populations ont fait 5 morts. Un conflit foncier serait à l'origine de ce drame. Les autorités préfectorales ont appelé au calme. Je le soulignais dans les titres, les voies publiques du district d'Abidjan, notamment dans les communes de Yopougon et Abobo, sont occupées de manière anarchique. En effet, les mécaniciens transforment ces espaces en garages mécaniques et cette situation favorise la dégradation de l'environnement. On en parle avec Malika Koulibaly. Des carcasses de voitures, des mécaniciens à l'œuvre. Vous ne vous trompez pas, nous sommes bien dans un garage, mais un garage en plein trottoir qui ne facilite pas toujours la circulation. On constate que ça crée assez de désagréments pour la population puisque ça fait obstruction à la circulation. Donc c'est pas aussi facile. Comme ici dans le quartier Sable, dans la commune de Yopougon. Ces garages anarchiques sont de plus en plus nombreux dans le district d'Abidjan. Sur l'autoroute du Nord, à Koumansi, à Makori, on trouve des voies encombrées de véhicules que les mécaniciens essaient de justifier ici. C'est le moyen qui nous manque que nous sommes là. Sinon, en principe, nous on voulait un site pour toutes les garagistes en fait, de Yopougon, particulièrement tous les garages d'Abidjan même. Et on a tout fait, vraiment on n'a pas eu ce bien de cause. Les clients ne viennent pas chercher les voitures à temps et ça fait que souvent on est débordé. Donc ceux qui viennent pour les dépannages rapides, on est obligé de garer en bordure de route pour dépanner ça un peu plus vite qu'ils puissent quitter là. Des voies qui servent de garage que des désagréments, autant pour les automobilistes que pour les riverains. Mais pire, des mécaniciens exposent eux-mêmes leur vie en s'installant comme ici sous des installations électriques de haute tension. Souvent, le courant nous secoue, mais on fait avec. Le courant nous secoue souvent quand il pleut là, après la pluie là, mais on fait avec. Oui, haute tension là, ça secoue en bas, mais on fait avec, on fait comment? Personne ne veut rester en bas de la haute tension, en fait, en tant que garagiste. Personne ne veut rester en bas de la haute tension. Mais si les gens sont là, c'est parce qu'ils ne sont pas partis. Si les concernés disent n'avoir d'autre choix que de s'installer en ces lieux inappropriés, le son de cloche est totalement différent du côté des autorités locales. Le problème des garages, c'est un problème qui est sérieux. Alors, il y a aujourd'hui des communes qui sont confondues au garage. C'est comme la commune de Makori. Quand vous arrivez à Makori, où le bas blesse, c'est qu'il y a beaucoup de garagistes et de manière anarchique. On ne sait pas d'où ça vient. Donc nous avons décidé, nous, au niveau de Makori, d'agir. Ce que nous leur demandons, c'est de faire en sorte de rentrer sur les terrains privés. À ce moment, eux-mêmes, ils exercent leur profession de façon tranquille, paisible. Parce que sur le domaine public, vous êtes appelés à partir à tout moment du fait de certains travaux. Mieux, on a même pris des mesures pour mettre fin à ce qu'on qualifie de désordre. Depuis 3 mois, le travail se fait. Nous enlevons systématiquement, nous avons démantelé tous les garages et nous enlevons systématiquement tous les véhicules des garagistes dans les rues. Nous avions aussi signé notre arrêté qui consiste à dire que tous les garagistes qui ont des garages fermés n'ont pas le droit de réparer les véhicules sur la voie publique. Des mécaniciens qui n'ont pas le choix. Des autorités qui manifestent la volonté d'assainir le milieu. Et en attendant, les piétons, eux, se disputent la chaussée avec les automobilistes. Un tout autre sujet à présent, la Noël 2017 a été célébrée hier. La fête de la Nativité a été pour les personnes en situation de handicap l'occasion de se retrouver. Elles ont donc organisé une célébration dans la commune de Yopougon, Doigt de Laser. Parole, voulez-vous prendre Jean-Baptiste comme époux et promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur, dans les épreuves, dans la santé, dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie? Oui, je le veux. Ils sont désormais reconnus devant Dieu. Au nombre de 29, ces couples ont vu leur union sacrée à la paroisse Saint-Joachim d'Abobo.
Un mariage collectif qui est le tout premier organisé par la paroisse Saint-Joachim d'Abobo. Et les responsables de la dite paroisse entendent perpétuer cette initiative afin d'agrandir la communauté de Dieu. Nous leur disons merci d'avoir choisi de consacrer leur union au Seigneur. Nous leur lançons un seul conseil. Et ce même conseil vaut pour tous ceux qui ont choisi de vivre en couple. La vie de couple n'est source de joie que quand elle est rythmée par le pardon et la communication. Heureux, les nouveaux mariés n'ont pas manqué de témoigner leur reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. Je suis très content, très honoré et que tous les enfants du Christ puissent faire comme nous. Ce qui nous anime actuellement, c'est une joie inestimable. Vraiment, c'est grand. Messe, louanges, cantiques religieux et offrandes étant au menu de cette célébration. Vous l'avez sûrement corrigé chez vous, il s'agit plutôt du carnet blanc de cette édition. 29 couples ont été unis récemment. Des nouvelles sportives à présent avec cette activité organisée par la Fédération des arts martiaux chinois. 12 clubs et une centaine d'athlètes étaient récemment en compétition dans la commune de Koumassi. C'était lors de la deuxième édition du championnat de la Ligue Sud. On fait le point avec Aude Alébé du service sport. Des sondas, des combats à main nue ont meublé la deuxième édition du championnat d'arts martiaux chinois de la Ligue Sud. Chez les garçons de 6 ans, Kwadio Ange en plastron bleu s'est imposé face à Cheikh Oumar. Au niveau des 7 et 8 ans, Koulibaly Nourou a usé de sa grande taille pour couvrir de coups nourris Bayere Mohamed. Du côté des filles de 6 ans, Sami Hassana en plastron bleu n'a pas mis du temps pour prendre le dessus sur Bonessa Grasse. Kéré Souleymane, président de la Ligue Sud des arts martiaux chinois et son équipe ont mis tout en œuvre pour un bon déroulement de cette compétition. L'année dernière, c'était comme on l'a dit, c'était la première édition. On a vu beaucoup d'avantages cette année. Au niveau des enfants, le combat, il n'y a rien à dire, ils se comportent bien. La deuxième partie a été consacrée aux démonstrations à main nue, avec un sabre et avec des bâtons. George Weah ou Joseph Boakai, le Libéria, élit aujourd'hui son nouveau président. Plus de 2 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes. Les premiers résultats sont attendus dans les prochains jours. Les attaques de fermes se multiplient en Afrique du Sud. En effet, chaque année, des dizaines de fermiers blancs sont brutalisés, dépouillés et tués dans des violences. Hans Bergman a retrouvé le sens de l'humour. Il y a quelques mois pourtant, ce fermier sud-africain a été attaqué dans sa ferme. Des hommes armés l'ont ligoté et lui ont tiré une balle dans le pied pour dévaliser son coffre-fort. Nous étions en train de prendre le petit déjeuner lorsqu'ils sont arrivés avec un fusil, 2 pistolets et un bâton. Ils ont dit « Aujourd'hui, on va te tuer ». Quelques heures après le tournage de cette interview, la ferme a de nouveau été attaquée. Plusieurs employés se sont fait braquer, mais la police est arrivée à temps. Les attaques de ferme sont devenues un fléau en Afrique du Sud. Pour protéger les agriculteurs, Marius Jacobs a fondé une patrouille privée qui collabore étroitement avec la police. Ils sont souvent les premiers à arriver sur place. C'est une initiative de la communauté. On ne reçoit pas d'argent, ça vient seulement du cœur. Un merci et la satisfaction d'aider quelqu'un nous suffit largement. En 2017, l'organisation de défense de la minorité blanche AfriForum a recensé environ 80 meurtres de fermiers dans le pays. Un chiffre relativement minime comparé aux 50 homicides recensés chaque jour à l'échelle nationale. Mais l'ONG affirme que les attaques de ferme déciment peu à peu les cultivateurs et éleveurs. En Afrique du Sud, un agriculteur a beaucoup plus de chances de se faire tuer que s'il vivait à Caracas au Venezuela, qui est l'une des villes les plus dangereuses au monde. Simple criminalité, tension politique ou encore colère contre la mainmise des fermiers blancs sur le foncier, les motifs supposés de ces crimes font polémique. Depuis la fin de l'apartheid, la question de la terre cristallise les tensions raciales. Les descendants des colons détiennent 73% des terres agricoles, alors que plus de la moitié de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté.
Un syndicat de fermiers noirs affirme cependant que ces violences touchent également tous les agriculteurs, quelle que soit la couleur de leur peau. Ces meurtres m'inquiètent en tant que Sud-Africaine. Que ce soit un noir ou un blanc, c'est un gros problème pour tout le monde. Chaque vie compte. Malgré les menaces, Hans, comme beaucoup d'autres agriculteurs, ne compte pas déménager. Ces fermes représentent le travail d'une vie et il ne saurait pas où aller. Plus de 240 morts aux Philippines après la tempête tropicale qui a balayé récemment la région sud du pays. Les secouristes sont à la recherche d'éventuels survivants. Enfin, 26 décembre 2012, le Japon découvre son nouveau Premier ministre, Shinzo Abe. Élu par la majorité des députés, il obtient 328 voix sur un total de 478 votants. Sa première priorité, relancer la croissance du pays. Les explications de Thomas Guessambi. En arrivant au pouvoir le 26 décembre 2012, Shinzo Abe, petit-fils du Premier ministre et fils du ministre des Affaires étrangères, traîne une image de politicien inefficace après un premier passage à la primature de 2006 à 2007. Il trouve un Japon en plein doute, économie languissante, traumatisme nucléaire, tiraillement avec Washington et incertitude régionale face à une Chine conquérante. Fort, il a redonné en un an le moral et la confiance aux Japonais par un slogan optimiste « Le Japon est de retour ». Allusion à la grande époque d'un Japon tout-puissant, économiquement et très innovant. Shinzo Abe rêve d'un Japon fort qui puisse rivaliser avec une Chine de plus en plus imposante. En bélier économique de fait, l'économie japonaise se porte mieux. Grâce à ce qu'on appelle les Abenomiques, mesures économiques de relance, la confiance est revenue chez les industriels. Shinzo Abe a rompu avec la politique de rigueur de son prédécesseur et engagé l'équivalent de 70 milliards d'euros de nouvelles dépenses publiques soutenant le secteur de la construction. La politique monétaire ultra-accommodante menée provoquant une dépréciation du yen qui favorise les exportations. La consommation des ménages a rebondi également. Le Japon a renoué avec une croissance évaluée à 1,1%. Ces deux premières mesures ont donc provoqué un choc psychologique salutaire. Restait toutefois un défi de taille, les réformes structurelles, notamment dans le domaine agricole et tertiaire. Après un an d'état de grâce, les classes moyennes redoutent les mesures envisagées sur l'augmentation de la taxe à la consommation et la hausse des tarifs d'électricité provoquée par une flambée du coût des hydrocarbures importés suite à l'arrêt de tous les réacteurs nucléaires de l'archipel. La dépense publique a fait gonfler la déjà abyssale dette publique. Diplomatiquement, Shinzo Abe s'est rendu dans tous les pays d'Asie du Sud-Est, aux États-Unis, en Russie et dans les pays du Golfe, afin de sécuriser ses approvisionnements en pétrole. Fort de sa nouvelle alliance avec Washington, Shinzo Abe s'est montré inflexible face à Pékin. Une attitude militariste qui inquiète toutefois le Japon, dont l'opinion publique reste attachée à sa constitution pacifique rédigée par les Américains après la guerre. Voilà, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur RTI2.